On est parti, Christophe. Et avant de commencer, j'ai envie de tous vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre le podcast Dialogue Humain, à commenter, à voilà, être nombreux en tout cas à permettre de faire grandir la courbe et à faire connaître des discours humains, des personnalités qui changent le monde. Et donc, je le rappelle, Dialogue Humain, c'est le podcast qui explore ce qu'il y a de plus puissant et de plus fragile à la fois. Les relations humaines, la résilience, la quête de sens, à travers des parcours de femmes, d'hommes qui inspirent, comme aujourd'hui avec Christophe, que je vais vous présenter. Donc, c'est des dirigeants, des entrepreneurs, grimpeurs parfois comme aujourd'hui, et aussi des artistes, des sportifs de haut niveau, performants, passionnés et profondément humains. Et mon invité du jour, c'est un homme qui, en tout cas, que rien ne prédestinait à grimper aussi haut. C'est Christophe Bichet. Salut Christophe. Salut Vincent, ravi d'échanger avec toi ce matin. Je suis vraiment ravi aussi. Je vais te présenter en quelques mots et puis je vais t'inviter à poursuivre après. Tu es né en Norvège et puis tu as été atteint d'une maladie génétique rare. Voilà, tu as l'anémie de Fanconi et tu as grandi avec un pronostic d'espérance de vie de 15 ans. Et à 4 ans déjà, voilà, ton corps il se couvrait voilà, de multiples bleus, hein, et ta moelle osseuse elle cessait de produire des globules blancs, rouges, les plaquettes, et tu avais 1000 à 4000 fois plus de chances d'avoir un cancer par rapport à la population générale. Et pourtant, à 6 ans, tu découvres l'escalade et là, tout bascule pour toi, quelque part. Et au lieu de rester centré sur la maladie, tu as choisi l'action. Donc c'est aussi ça, le sujet du podcast d'aujourd'hui. Comment on passe à l'action? Comment on se met en mode action au sens presque adlérien aussi du terme? Donc on va parler de tout ça et comment l'action peut sauver des vies, de ton point de vue. Donc vous l'avez compris, c'est le parcours d'un grimpeur antifragile aujourd'hui avec Christophe, un conférencier inspirant, hein, qui voyage partout pour passer le mot. Il est passeur, il est père de famille aussi et il est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs grimpeurs français, mais surtout comme un homme debout. Et donc dans cet épisode, on va parler de cette urgence de vivre, de l'importance d'agir quand tout bouge, tout vacille et voilà, comment ce parcours peut nous enseigner quelque chose sur la performance, le courage et l'amour en tout cas de la vie. Merci d'être là, Christophe. Avec grand plaisir. On va bien s'amuser. J'ai envie de te proposer de commencer comme ça, Christophe. C'est quoi le sens de la vie pour toi? Oh là là, mamma mia. Allez donc, fort, fort là. Sans condition, le sens de la vie. Écoute, c'est une question qui est pas évidente à répondre parce que le sens, ça peut aller dans déjà beaucoup de directions. C'est-à-dire que le mot mérite d'être défini. Le sens, est-ce que c'est la direction? Le sens, est-ce que c'est le sens au sens intériorité, du terme? Qu'est-ce que je mets derrière? Quel sens je Mmh. qui arrive? Donc il peut y avoir beaucoup de possibilités de direction de réponse Mmh. et peut-être on peut commencer par là. En fait, souvent, quand des personnes, me posent cette question, en accompagnement, par exemple, ils se prennent un peu le chou par rapport à cette question et finalement, on en vient parfois à se dire que, et bah, peut-être que la vie n'a pas de sens, finalement, Mmh. tu vois? Mmh. Et Ouais. que ça permet de cette réponse un peu bizarre, permet de mouliner un petit peu moins et de vivre un petit peu plus. Mmh. Et je pense que c'est une bonne base de départ. On est quand même dans une période où, l'intellect a énormément de place, heu, Mmh mh. dans l'inconscient collectif, c'est très valorisé d'être intelligent. De pouvoir créer des concepts, d'être capable d'expliquer, d'être capable de répondre et cetera et moi j'aime bien prendre le chemin inverse, à savoir, remettre les gens un peu dans leur corps et simplement faire de son mieux avec ce qui arrive quoi, tu vois? Donc voilà, Mmh. c'est un premier élément de réponse, mais quand cette question me vient, ou qu'on me la pose, j'essaie de diriger vers, peut-être que tout ça n'a aucun sens et c'est très bien comme ça. Ouais. Déjà un premier élément, ouais, super, merci beaucoup de le partager, qui, qui se rapproche presque d'une philosophie,
absurdiste, tu sais, l'absurdisme donc de lâcher prise par rapport effectivement à cette quête de sens à tout crin qu'on a et qu'on nous rabâche tous les jours aujourd'hui, Ouais, hein c'est ça. Mmh, et donc c'est vrai, voilà, en tout cas, c'est une hypothèse hyper intéressante, je te remercie. voilà. Tu es devenu l'un des meilleurs grimpeurs français, malgré cette maladie, génétique rare et plusieurs cancers. J'aimerais que tu puisses revenir, voilà, et te présenter succinctement et revenir sur le diagnostic dès ton enfance, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Donc la maladie, dont je suis atteint s'appelle la maladie de Fanconi et elle a été diagnostiquée chez moi lorsque j'avais 4 ans et comme tu l'as dit dans l'introduction parce que, on s'est rendu compte que j'avais pas mal de bleus sur le corps. Alors, Mmh. compte tenu, des activités qu'on faisait en famille, ma famille a toujours aimé, l'outdoor donc Mmh. ça les étonnait pas tant que ça, mais autant de bleus, aussi jeune, alors que je me prenais pas des coups, mes parents ne me battaient pas, mais c'était un peu étonnant et donc après de multiples tests, ils ont fini par découvrir, cette pathologie Mmh. et le package client à ce moment-là, si tu veux, le tout, c'était, donc une maladie génétique rarissime. Il y a environ 300 personnes atteintes de cette pathologie en France. Et à cette époque, donc on est, dans les années 90, l'espérance de vie, elle est très, très limitée, elle est d'une quinzaine d'années. Hem Mmh. et donc le problème le plus important, comme tu l'as mentionné dans cette pathologie, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est notamment la moelle osseuse qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Donc le seul traitement à part, faire des transfusions, mais les transfusions ça dure, pas éternellement, c'est de Mmh. passer par une greffe de moelle osseuse. Mais, ensuite, quand bien même cette greffe de moelle osseuse fonctionnerait, comme tu l'as mentionné, il y a des chances effectivement, d'avoir des cancers qui sont multipliés par un nombre incalculable de fois. Mmh. Voilà le le point de départ, enfin, Mmh. je suis vraiment partie avec ça et mes premiers souvenirs, en fait, sont directement corrélés avec des séjours à l'hôpital, avec des rendez-vous médecins, avec des opérations et cetera, quoi. Donc je Mmh. vis avec ça depuis quasiment toujours. Et à quel moment toi tu as compris que ce sport allait transformer non seulement ton corps, mais aussi ta manière de vivre, de penser, d'aimer la vie? Mmh. Bah, la vérité, c'est que je l'ai compris très tard. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois, on allait dans la forêt de Fontainebleau les week-ends avec, mes frangins et mes parents. J'ai un grand frère et un petit frère, pardon et et là-bas, c'est une forêt qui est très connue, pour, la grimpe. Donc mes parents grimpaient et nous, on jouait plutôt, on s'amusait dans le sable. Mais évidemment, on était en contact avec l'activité et donc petit à petit, j'ai commencé à grimpouiller sur les rochers, quoi, assez Mmh. naturellement. Donc c'était pas une espèce de découverte, d'un coup, une espèce de révélation comme ça, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes, séjours à l'hôpital et des opérations que ce qui me faisait beaucoup de bien pour contrebalancer tous ces séjours dans des milieux extrêmement aseptisés, c'était à Mmh. l'inverse d'aller à l'extérieur, dans la nature, où il y a de l'imprévisibilité, où, il y a de la vie, s'il fait beau, il y a du vent, il pleut et cetera, où, Mmh. c'est la vie au sens brut du terme, quoi. Mmh. Donc je pense Ouais, que complètement. l'activité m'a plu pour ça, quoi. Et j'invite tous ceux qui écoutent ce podcast à aller sur ton site internet et découvrir le documentaire, Oui, qui, c'est vrai. qui effectivement, est très riche d'explications et donne beaucoup de pistes de compréhension, de résilience aussi pour celles et ceux qui doutent en ce moment. Heu, qu'est-ce Moi aussi. que qu'est-ce qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, Christophe, sur toi, pour comprendre l'homme qui est en face de moi? Tu pas besoin de savoir grand-chose en vrai. Tu sais, on en parlait, un tout petit peu en aparté. Moi, je crois beaucoup dans les échanges, Mmh. simples, profonds, sincères entre 2, 3, 4 personnes et je crois qu'on apprend beaucoup plus d'une personne lorsqu'on est avec elle tout simplement, heu, que, Mmh. hem, que de dire, que de se raconter, dire: «Je suis tatati tatatou». J'en sais rien en vrai, quoi. Donc Mmh. je pense que
dans les questions que tu vas poser, dans les échanges que l'on va avoir. J'espère que ça va se dévoiler un peu, mais Mmh. je te laisse, je te laisse le J'ai soin de me dire après. j'ai une première question, avant de parler, du métier de grimpeur, avant de parler de ton métier de conférencier qui me passionne aussi et j'ai envie de savoir ce qui te dresse les poils, quand tu montes sur scène. Heu, j'ai envie de te demander de revenir un peu dans ton enfance. Est-ce que tu peux me décrire ta chambre d'enfance? Ah! Mmh, Prends ton temps. c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? En fait, c'est un peu étonnant, mais, mais j'ai très peu de souvenirs de mon enfance au sens, de là où j'habitais. C'est-à-dire Mmh. que les plus émotionnellement intenses que, j'ai vécus, ils sont en lien avec le milieu hospitalier Mmh. et donc, je t'avoue que je me souviens plus trop de la chambre dans laquelle j'étais, puis on a déménagé quelques fois, donc donc je me souviens plus trop, quoi. C'est enfin, Mmh. rien de particulier, il me semble, quoi. Un bureau, un lit, des livres, des affaires, mais j'ai pas de, Et il y c'est a quoi rien, les livres? tu vois ce Quels que livres tu quels livres tu vois dans la bibliothèque? alors là, aucune idée, mais vraiment aucune idée, quoi. J'étais à des années-lumière de ça, à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Non, je Ouais, comprends totalement. J'aurais pu me dire, qu'il y avait des livres d'escalade un peu partout dans la maison ou des posters, et ouais, cetera ouais, et mais non. en même temps, non. En fait, beh, il y en avait, alors ça, c'est marrant parce qu'il y en avait, mais un peu plus tard, c'est-à-dire entre, 12 ans et puis 18 ans, on va dire, donc plus vers l'adolescence. Oui, Parce que c'est là que la grimpe, ça m'a vraiment pris aux tripes, tu vois? ouais, ouais, Et qu'en termes de niveau, je suis passée de rien très, très, très fort en très, ouais. très peu de temps. Et là, effectivement, il y avait, quelques posters de grimpe, dans ma chambre. Alors je dormais dans un lit superposé, donc avec le bureau dessous et puis le lit au-dessus et je me souviens qu'à l'adolescence, j'avais, accroché des prises sur mon lit, Waouh! superposées, une toute petite prise avec des vis pour continuer de m'entraider sur À quel âge, Christophe? ça c'était autour de 15 ans quoi, entre Mmh. 14, 16, 17 quoi. Mmh. Et alors, comment tu pourrais nous raconter succinctement, tu vois, ton parcours, de grimpeur à partir de 6 ans? Tu découvres l'escalade, déjà entre 6 ans et 15 ans, avec ce mur, sur ton lit superposé là, qu'est-ce qui se passe entre 6 et 15? Alors ce qui se passe déjà, c'est qu'il y a eu un élément quand même, c'est qu'un jour, donc dans cette fameuse forêt, de Fontainebleau qui est mondialement Mmh. connue, les gens, viennent du monde Oui, entier grimper là-bas, comme tu sais. c'était ton incubateur. Un peu, ouais. Eh bien, un jour que je grimpais avec mes parents, je me suis rendu compte que, j'ai réussi à passer un rocher que mes parents n'arrivaient pas à faire et l'air de rien, à cette époque, il faut bien comprendre que mon estime de moi, elle est très vacillante parce que je me sens complètement en décalage avec les autres enfants. C'est-à-dire que je suis au contact de questions de vie, de mort et des questions existentielles que tu te poses, quand tu es un peu Mmh. plus âgé, normalement. Et donc je me sens, complètement déconnectée des autres, enfants qui ont le même âge que moi. Mmh. Et la grimpe à ce moment-là et le fait de me rendre compte que j'étais peut-être pas trop mauvais dans un domaine, je me suis engouffrée tout de suite dans ce domaine et c'est grâce à l'escalade que j'ai commencé à recréer du lien avec les autres. Parce que via une passion commune avec d'autres personnes, qui soient plus âgées ou alors plus jeunes ou du même âge que moi, je pouvais à nouveau parler, échanger avec eux sur des Mmh. sujets tout à fait simples et puis banals. Donc vraiment ça m'a permis de reconnecter avec le monde. Sinon j'étais complètement, dans ma bulle et c'est le cas de le dire, hein, quand on fait une greffe de moelle osseuse comme, ce qui a été mon cas, tu es dans une bulle pendant plusieurs mois. Ouais. Littéralement. Ouais, Mmh. ah ouais. Et justement, à un moment, puis vient l'urgence.
trouver un donneur de moelle osseuse, mais tu as Mmh. un groupe très rare et tu peux nous dire quelques mots sur ce chapitre-là? Comment ça se Oui, passe? bah, en vrai, c'était un peu la galère parce qu'entre mes 4 ans et mes 11 ans, il a fallu que, je sois transfusée de plus en plus régulièrement parce qu'on trouvait pas de donneur compatible. Mmh. Voilà, il faut que la moelle osseuse, que qu'on t'injecte soit suffisamment compatible, sinon, la greffe ne prendra pas tout simplement Mmh. et et donc, à l'époque, on a été obligés d'attendre, bah, tu vois 6 ans, 7 ans avant de Mmh. trouver un donneur compatible et Mmh. lorsqu'on l'a trouvé, c'était vraiment, c'était inespéré quoi. Je veux dire, il me restait 1 ou 2 ans à vivre, hein, tellement ça Mmh. commençait à être tendu donc donc c'était inespéré et même les chances de survie à l'époque, c'est-à-dire Mmh. sortir vivant de cette greffe, il y avait une chance sur 4 environ. Waouh! Donc donc c'était chaud quoi, c'est ultra chaud. Mmh. Donc tu as eu 10 ans d'attente de ce que je comprends, première greffe, de mo 7 ans d'attente. 7 ans. OK. Ouais, ouais. Une moelle effectivement osseuse extrêmement complexe et OK. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce rapport à la mort que tu as connu? Qu'est-ce qu'il t'apporte, Christophe? Heu, en fait, hem, de manière très simple, et c'est d'une banalité déconcertante, mais plus on est au contact de la possibilité de la mort, plus on apprécie la vie. Donc le contact et les problèmes de santé, sont, sont une espèce de dose d'excitation, c'est un espèce d'opium fabuleux pour justement se rendre compte que, bah, on a du bol d'être en vie, on a du bol de manger, de boire, de pouvoir marcher, de pouvoir faire tout ce qu'on peut faire, quoi. Donc Mmh. ça m'apporte, fondamentalement, ça m'aide à vivre. Mmh. C'est Ouais, ça rapproche de l'essence de voilà, des choses les plus importantes, ce qui peut paraître banal ou acquis à certains moments ouais, et heu et mmh, pour autant non, pas du tout. mmh. Moi, je dis d'ailleurs qu'on a un avantage absolument, phénoménal par rapport à des personnes qui n'ont pas vécu d'accident de vie ou, de maladie ou, de traumatismes un peu rudes qui leur ont fait sentir, le fait que: «Ah, ça peut peut-être se terminer un jour». Ouais, Ouais, le mmh, memento mori, ouais, beh, ouais et mmh, en fait, quand tu as vécu ça, c'est beaucoup plus simple de te concentrer sur ce qui est vraiment important. mmh C'est vraiment beaucoup plus simple. et qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, Christophe? Oh bah, là maintenant, c'est de m'éclater, c'est de profiter, de ma famille, c'est de profiter de ma fille, c'est de profiter de l'environnement dans lequel, on habite maintenant et c'est de transmettre aussi, c'est de donner, ce que je peux donner, mais pas dans une thématique, pas dans une dynamique, je veux aider à tout prix, ça c'est plus du tout le cas, mais de donner ce que je suis capable, de donner, Mmh. sans que mes batteries soient à plat, quoi. Ça c'est hors de question. Je suis pas Ouais, je suis pas un sauveur, quoi, c'est terminé ça. mmh et c'est là une phrase effectivement importante pour tous les coachs aussi qui nous écoutent, hein, parce que tu es coach, et donc oui, donc c'est effectivement de pas tomber dans ce triangle, on va dire, dramatique. Ouais. Avant qu'on parle de ton métier, Christophe, déjà qu'est-ce que ça implique finalement de ne plus avoir de globules blancs, de globules rouges, tu vois? Que ça implique quoi ça? Ah et bah, concrètement, alors, quand il y a plus de globules blancs, c'est simple, tu chopes tous les virus, toutes les merdes qui traînent. Mmh. Le moindre rhume, hop, c'est pour toi. Une grippe, hop, c'est pour toi. Tout est pour toi, parce que tu as plus de Mmh. défense immunitaire. Donc tu Mmh. chopes toutes les maladies qui traînent. Ensuite, tu as les globules rouges. Si tu as plus de globules rouges, tu as du mal à te déplacer. C'est-à-dire que tout est un effort et tout t'essouffle. Monter des escaliers, tu arrives en haut des escaliers, c'est cuit quoi. Donc évidemment, courir, faire du sport, laisse tomber, c'est impossible et la 3e composante de ce qu'il y a dans le sang, c'est les plaquettes. Alors là, Mmh. c'est encore un peu plus tendu parce que les plaquettes, si tu en as pas, il suffit que le moindre coup
peut déclencher, une hémorragie ou une coupure et surtout ça ne s'arrête pas de saigner. C'est ça le problème. Donc tu peux déclencher des hémorragies internes, tu peux, en te cognant juste sur un meuble, comme ça, déclencher quelque chose de complètement incontrôlable parce qu'il y a rien pour arrêter le saignement. C'est la fonction première, des plaquettes. Donc Mmh. voilà un peu tout ce qu'implique une moelle osseuse qui ne fonctionne pas. Mmh. Dans ce cadre, très mouvementé, avec cette confiance, comme tu disais, qui vacille, tu as Mmh. été dans un environnement, tu as été baigné dans un environnement familial qui a pu t'aider, qui a été soutenant, qui a été contenant. Heu, comment tu as vécu ton environnement familial? Écoute, ça c'est intéressant, tu vois? Plein de questions parce que, typiquement, moi j'ai des parents qui ont toujours été très optimistes. Mmh. Alors, à un moment donné trop, c'est ce que j'appelle le suroptimisme qui crée aussi des problèmes, hem, qui m'ont créé quelques soucis plus tard. Mais, globalement dans cette période où, j'étais jeune, où il a fallu passer par cette greffe de moelle osseuse avec des pronostics très, très incertains, ça a Mmh. été, absolument crucial d'avoir des parents qui ont projeté l'idée sur moi que c'était juste une étape à passer, tu vois? Ouais. Et donc ça, c'était extrêmement puissant, extrêmement utile, aidant et d'ailleurs, malgré tous ces risques, de me faire mal, qu'il y ait des hémorragies, que j'attrape n'importe quel virus, ils ont choisi de continuer de faire des activités, de plein air, outdoor, heu, ils ont pas, heu, enlevé d'un coup, ils m'ont pas mis dans une bulle d'un coup de surprotection. Mmh. Hem, En ce qui me concerne, ça a été tout à fait, salvateur, quoi. C'est-à-dire qu'on a gardé un rythme, de vie à peu près normal, malgré tout. Mmh. Tu as parlé aussi de suroptimisme, Christophe. À quel moment tu l'as perçu ça, ce suroptimisme ou ces notions de surpessimisme, suroptimisme? Tu peux nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que tu as vu? Ben, hem, 1re chose, en fait, je m'en suis aperçue beaucoup plus tard, donc plus en tant que jeune adulte, tu vois? À partir de 22-23 ans et je me suis rendu compte que, en fait, lorsque tu es optimiste tout le temps, ça flirte, très fort avec le déni quand même, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois très bien. Ouais, Voilà ouais. et alors, dans mon cas, c'est quand même hyper concret parce qu'à partir de 22 ans, je commence à avoir plein de cancers et quand tu as des cancers à répétition, que tu as des opérations plusieurs fois par an, si tu continues de dire, quand on te pose la question: «Est-ce que ça va Christophe?» et tu dis: «Oui, oui, ça va, pas de problème, tout va bien», c'est un mensonge. Mmh. Tu vois? Pur et Ouais. simple Mmh. et en fait, ce mensonge que moi j'ai commencé à me répéter en tant que jeune adulte et puis pendant toute mon enfance, qui était que: «Non, non, ça roule, c'est juste, un petit souci de santé, tout va bien», mais c'est pas vrai, quoi. Mmh. Tout ne va pas bien du tout, heu, mentalement, c'est difficile, il y a énormément de doutes, énormément d'incertitudes, donc c'est-à-dire que je ressentais des choses que je ne voulais pas admettre. Et donc petit Mmh. à petit, ça m'a éloignée de moi-même et donc ça m'a plongée plusieurs fois dans des phases dépressives, dans des questionnements, c'était un petit peu rock'n'roll, quoi. Et donc c'est pour ça que pour moi, le suroptimisme est tout aussi délétère que le surpessimisme. C'est Mmh. classique, hein, les, extrêmes, se rejoignent, hein. Mmh. Ouais, l'importance d'être en prise, avec le réel et Voilà, effectivement de ouais, de pas être dans une forme de déni, d'un côté ou de l'autre. Ouais, ouais, c'est merci pour ça et toi, tu fais quel lien avec le monde de l'entreprise aujourd'hui, alors c'est-à-dire? Tu, comment, en quoi justement tu vois un reflet entre cette capacité à être dans le déni et le monde de l'entreprise, plus généralement? J'imagine que tu vois aussi des personnes, qui souffrent, dans le monde du travail. Comment tu ferais un lien avec ça? Mmh. Alors, on peut répondre à cette question sur beaucoup de niveaux différents. Mmh.
un des niveaux, par exemple, ce serait de dire que dans une entreprise, le je pense que la question une des questions, ce n'est pas de se dire: «Il faut que tout le monde ait le même état d'esprit», tu vois? Il faut que tout le monde soit optimiste, voilà, il faut que tout le monde soit réaliste. Je pense que ce qui crée la force, d'un collectif, c'est justement parce qu'il y a des personnalités différentes, justement parce qu'il y a des orientations il y a des états d'esprit, heu, différents et on a besoin d'avoir tout autant des personnes qui sont très ancrées dans le réel, qui regardent les chiffres, qui ne se racontent pas d'histoire, qui font pas de projections, qui sont très terre à terre, tout autant que des personnes qui sont capables d'avoir un espèce, d'optimisme absolument débordant sur le futur, être positif, aller de l'avant et cetera, quoi. Mmh. Je pense que c'est un premier point important parce que sinon on tombe très vite dans cette injonction-là courante de: «Il faut être optimiste, il faut voir les choses du bon côté» et cetera. Non, je suis pas du tout, dans cette, thématique-là. Parfois, c'est nécessaire de dire: «C'est la merde, ça va pas, ça me fait chier, ça c'est pas possible» et d'être, Mmh. voilà quoi. D'être dans le réel, dans ouais, complètement. Ouais. Ça me parle. Moi, je suis spécialisé en dynamique relationnelle dans les entreprises et Mmh. effectivement, cette notion de diversité des profils, heu, c'est autant de couleurs, en fait, différentes dans la même équipe qui vont apporter de la complémentarité, de la force et c'est génial, effectivement, ouais. C'est quelque chose sur lequel on peut même s'amuser et relativiser et construire, des équipes comme ça. Ouais. Hem, je Ça peux sur pas un m'empêcher je ouais, t'en vas-y. prie. Ouais, non, non, j'allais dire, ça c'est le 1er point, mais si tu vas un peu plus profondément et puis je suis sûre que tu seras d'accord avec moi là-dessus, c'est, néanmoins, s'il y a pas quand même un socle, de méta-valeurs, de valeurs profondes communes, c'est-à-dire qu'en gros, on est tous d'accord pour dire que malgré tout, on sait que les choses ne sont pas fixes et qu'on peut s'améliorer, par exemple. Ça me semble être une valeur quand même fondamentale. Mmh. Est-ce que, lorsqu'il y a des difficultés, est-ce que globalement l'équipe se sont capables de surmonter ça, oui ou non? Ça me semble être quelque chose, tu vois, un trait de caractère quand même fondamental. Mmh. Qui peut se décliner Absolument, d'un ouais. peu à l'axe, mais je trouve qu'il y a toujours ces 2 niveaux, Mmh. qu'il faut bien avoir en tête, quoi. J'aime bien, ouais, cette idée de bêta valeur effectivement ah oui, je trouve que oui, oui, pour avoir quand on a un bon terreau fertile, effectivement, quelque chose qu'on peut travailler, voilà, on peut développer des relations encore plus saines, et Ouais. plus équilibrées et j'aime beaucoup ce que tu apportes là avec ces notions de bêta valeur, effectivement. Merci beaucoup. Hem, c'est quoi toi, Christophe, ta définition du coaching? J'ai pas de définition, moi. Je toutes les définitions m'emmerdent, toutes les cases m'emmerdent, pour parler crûment. Hem, avec des mots très simples, je dirais simplement que moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est que je fasse de mon mieux pour que la personne soit bien dans ses pompes, point, quoi, Mmh. tu OK, vois? ouais. Et c'est quoi les je dirais la dernière prise de conscience que tu as eue? C'est enfin, qu'est-ce que le métier de coach t'a appris sur toi? Oh là là, hem, tout d'abord qu'il y a pas de recette toute faite pour tout le monde, Mmh. hem, qu'il y a plutôt des grands mouvements qui sont les grands mouvements de la vie, et que, nier ces, mouvements-là, ou alors aller contre, fait qu'on se prend forcément des murs. Hem, mais après, en accompagnement, on pourrait en parler tellement longtemps, mais il y a par exemple, il y a une, il y a une croyance un peu, dans ce milieu qui est que pour changer, que pour évoluer, que pour avancer, il faut avoir un minimum d'envie. Mmh. Je suis absolument pas du tout d'accord avec ça. Il y a pas besoin de volonté pour changer, il y a pas besoin d'avoir envie de, il y a pas nécessairement besoin de faire des efforts. Mmh. Hem, heu, quand un arbre pousse,
tu vois? Il a pas besoin, de consciemment faire un effort, se dire: «Je vais pousser», tu Mmh. vois? Au Mmh. printemps, il est pas en train de se dire à lui-même: «Ah, il faut que je déboule, il faut que, les feuilles sortent, il faut que les fleurs sortent. Allez, oui, bravo, c'est super». Et puis à l'été, il va pas se dire: Mmh. «Ouais, c'est vraiment super ce que j'ai fait. Bravo, Mmh. j'ai tout fleuri, quoi». Tu vois? Ouais, et puis dans ce que tu as dit, c'est intéressant, il y a cette notion d'injonction quand même derrière aussi qui est là. Il faut, il faut, il faut. Ouais, ouais, ah, On vit dans la société des il faut, il y a qu'un faucon. ah Ah, ouais. effectivement. Tu Mmh. parlais d'énergie et pardon, tu voulais rebondir là-dessus, Christophe? Oh bah, non, non, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, mais, Ouais. juste pour aller au bout, en fait, quoi qu'il arrive, les personnes changent. Parce que la vie, c'est le c'est le, la vie, c'est le changement, c'est le mouvement. S'il y a bien une constante, c'est qu'on n'est jamais pareil. On peut avoir l'impression que, mais la vérité, c'est qu'on n'est jamais exactement la même personne. On n'est jamais exactement dans le même état d'esprit, dans la même posture, la même position, le même dynamisme, on utilise voilà quoi. Il y a toujours il y a toujours des petits changements qui font que la personne évolue. Il y a d'ailleurs des études extrêmement intéressantes là-dessus qui montrent que les personnes qui viennent en thérapie et qui ne font rien, c'est-à-dire qu'on n'aide pas pendant un certain nombre de temps, naturellement vont mieux et souvent vont bien mieux en ne faisant rien qu'en étant accompagnés. Ce qui est un peu étonnant. Complètement. Intéressant, je serais curieux, en off qu'on Ouais, repartage ensemble ces ça va. études pour que je puisse les partager à la communauté et parce que j'imagine comme toi aussi, je triangule, souvent avec des psys, dans ma pratique de coach. Tu parlais d'énergie tout à l'heure, Christophe, ça m'intéresse beaucoup ce que tu as dit là, il y a un endroit. J'ai envie de te demander comment toi tu fais pour gérer ton énergie? Alors je fais pas, je suis à l'écoute. Mmh. Hem, hem, je pense que la simplicité et les fondamentaux sont toujours sous-estimés et la simplicité, par exemple, c'est d'être bien assis et de respirer. Après, il y a une technique de respiration, de posture et tout, mais globalement, là, si je veux être, le mieux que je puisse être avec toi, tu vois, maintenant, c'est de mettre mon corps dans la disposition où il peut donner le maximum, quoi et pour ça, c'est la posture assise, les pieds ancrés dans le sol, le centre de gravité bas, pouf. Je suis assis, je suis pas comme ça, dans les airs, de manière un peu éthérée. Non, non, je suis juste à ma place, quoi. Par exemple. Par exemple, garder ton centre. Ouais. Ouais. Par exemple, garder ton centre, être bien assis. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui reviennent à la posture. J'en reviens très souvent à la posture et Mmh. non pas la bonne ou la mauvaise posture, mais la posture juste Mmh. ou juste la posture. Pareil. Mmh mh. On parlait de posture. Mmh. Justement, toi, quand tu abordes, on va dire, une conférence Mmh mh. et que tu es derrière le rideau, Christophe, et je vois ton sourire là qui se dessine, hein, que ceux qui écoutent le podcast ne peuvent pas voir et je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce qui se passe dans ta posture? Quand tu es derrière la scène, tu commences à entendre les bruits, les personnes s'installent. Qu'est-ce qui se passe chez Christophe, Bichet? Mmh, il se passe, et ben, souvent, justement, je commence à sourire un peu parce que, il y a une petite forme d'impatience. Je ne peux pas ne pas m'imaginer les personnes, la typologie des gens qui sont en train de s'asseoir et cetera, donc heu, j'imagine évidemment ce qui est en train de se passer dans la salle parce que j'entends les bruits et donc il y a toujours en même temps une petite pointe d'appréhension et une petite pointe d'excitation. Ce qui Mmh. pour moi sont en gros les 2 ingrédients à juste, dosage qui permettent de dire: «On y va, c'est parfait, allons-y», quoi, tu vois? C'est un peu Ouais. ça.
trop de peur, voire s'il y a trop d'excitation, souvent c'est que justement on n'est pas justement positionné. Mmh. J'avais une autre question par rapport à ta maladie, Christophe. Mmh mh. Et qu'est-ce que, justement, la conscience de la maladie t'apporte au quotidien? Bah, je te dis, Mmh. fondamentalement, ce que ça m'apporte, c'est que ça me permet, d'aller plus facilement aux sujets qui sont essentiels dans mon quotidien, c'est-à-dire, de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Bah, mais c'est d'un banal tout ce que je raconte, mais on peut se dire: Pas «Mais» tant, pas tant. Je pense que ceux qui non nous mais écoutent, peuvent voir à quel point ça peut être complexe de dire des choses aussi mais fondamentales. mais oui, je sais bien, mais tu vois, grâce à ma maladie, je dis bien grâce à elle, je suis, quand je passe du temps avec ma fille, je fais de mon mieux pour être avec elle. Point. Pas à être sur mon ordi à essayer de faire quelque chose ou en train de plus ou moins lire un livre ou essayer de non, soit je suis avec elle et je Ouais, joue avec elle, soit je suis pas avec elle, tu ouais, je vois? ressens une vraie qualité de présence, voilà, en 1 à 1. Ouais. Ouais, Mmh. ça m'apporte ça et ça m'a apporté aussi un autre truc, qui est un peu contre-intuitif, c'est que, de plus en plus, en fait, j'ai compris grâce à la maladie que, hem, grâce au contact avec la possibilité que, ce soit la fin, en fait, tous les objectifs, tous les rêves que j'ai, tout ce genre de trucs-là, j'ai compris que c'était vraiment c'est juste un jeu. Mmh. Tu peux Et m'en dire c'est plus, Christophe? ouais, ouais, bah, c'est un jeu de moi-même avec moi-même et donc j'y porte de moins en moins d'importance d'importance et lorsqu'on parle d'objectifs, moi les objectifs qui comptent vraiment pour moi, c'est des objectifs de l'instant présent. Ils sont pas dirigés sur le passé, sur le futur, sur un an, 3 ans, 5 ans, 20 ans et cetera. Je fais ce genre d'exercice, mais j'y apporte de je le fais vraiment comme un jeu quoi, pour m'amuser, pour voir où est-ce que ça va m'emmener. Mais les objectifs qui comptent pour moi, c'est les objectifs de l'instant présent. C'est-à-dire, là, si tu me demandes c'est quoi ton objectif là maintenant? Juste là maintenant, c'était de respirer, tu vois? C'est hyper intéressant dans une société qui nous pousse de manière toujours plus vite à projeter. Ouais, Voilà, comment on revient à l'inverse, de manière complètement, ouais, presque anticonformiste, juste à l'instant, à la respiration. OK, ouais. ouais. À la respiration, à la présence, à ouvrir grand les yeux sur ce qu'il y a autour de soi. Putain, non mais aujourd'hui, franchement, il fait beau, c'est l'automne, il y a encore les couleurs magnifiques dehors. Tu vois, je tourne la tête à droite, je vois un espèce de châtaignier là qui est encore tout orange. Je me dis: «Mais c'est incroyable, quoi». Ouais, parce que Christophe, il est dans un écrin là, il est en Haute-Savoie, toujours à côté des montagnes évidemment, et tu nous fais rêver. Pendant que moi je suis en Bretagne, proche de l'océan, et si s'il y avait une métaphore, d'escalade, hein, ou une prise, qui te représenterait le mieux, ce serait quoi? Je pense que c'est le rocher en tant que tel. Le rocher. Ouais, Tu peux nous en dire plus? Pourquoi? bah, parce que je me considère vraiment comme un rocher, comme un truc, qui, on a l'impression que ça enfin, comment dire? C'est quelque chose de solide quand même. On a l'impression de l'extérieur que ça change pas, c'est-à-dire que ça reste pareil sur un temps très, très, très long, C'est vrai. tu vois? Mmh. Ça Ouais. dure, des millénaires comme un rocher, waouh et puis en même temps, il est forcément façonné par le vent, par la pluie, par, les mains des grimpeurs qui viennent le caresser, lui titiller les prises, tu vois? Mais Mmh. il est là, il bouge pas, il est assis dans l'existence, quoi. Il est Mmh. dans l'existence et bien cette, j'aime bien cette idée-là, quoi. Mmh.
J'aime bien faire des liens, comme tu l'as vu. Tu ferais quoi comme lien avec le métier de dirigeant que tu as aussi aujourd'hui? Et c'est un podcast aussi par des dirigeants, pour des dirigeants. Tu Ouais. ferais quoi comme lien entre les 2? Alors, en fait, le lien que, moi je fais un peu dans absolument tout ce que je propose, que ce soit en coaching de vie, hypnothérapie ou dans mes conférences, j'aime beaucoup, filer cette métaphore, du grimpeur. Je Mmh. considère qu'on est vraiment tous des grimpeurs et des grimpeuses et que fondamentalement, on on exécute quotidiennement, les 2-3 mouvements absolument fondamentaux dans l'existence, dans le quotidien. Hem, Mmh. le premier fondamental, c'est qu'on est sur terre, donc on est sujet à la gravité. Et c'est on ne peut pas s'échapper de cette gravité, à moins d'être, astronaute, astronaute, hein? Ce qui n'est pas mal pour l'instant. Ce qui n'est pas ton cas, je pense, qui n'est pas le mien non plus, mais voilà. Thomas Pesquet, si, Exactement. tu écoutes ce podcast, voilà. Peut-être qu'il y passera bientôt, mais en tout cas, oui, c'est pas le cas, mais la gravité, on y est tous, ouais, On est on y est tous confrontés, sujets, c'est-à-dire que c'est la condition de l'existence mmh. et il faut arrêter de croire qu'on peut s'y soustraire. À savoir qu'on peut évidemment faire, je peux faire tout ce que je veux pour, éviter d'avoir des maladies, je peux faire tout ce que je veux pour éviter d'avoir des problèmes de santé, je peux faire tout ce que je veux pour éviter d'avoir des soucis d'argent, je peux faire tout ce que je peux pour éviter qu'il y ait des conflits dans mon couple, tu vois? En fait, c'est inhérent à la vie. Mmh. Il y a de la difficulté parfois, qu'on n'a pas choisie, il y a de l'attendu, il y a un train qui arrive à la bourre, il y a un conflit dans la famille, il y a un accident, il y a un ami avec qui l'échange ne se passe pas bien, il y a une rupture. En fait, la gravité, elle est constitutive de la vie. C'est normal, c'est normal et ça, c'est ce que j'appelle, fondamentalement, je pense, c'est tout le cœur de ma philosophie de vie que m'a appris la grimpe, c'est que je fais de mon mieux pour vivre avec, pour faire de mon mieux avec ce qui est. Avec les autres, avec la nature, avec moi-même, heu, avec quoi. Jamais contre, toujours avec, Mmh. avec. Même si c'est difficile, même lorsque tu vois là cette année, putain j'ai eu 7 opérations quoi. Mmh. Opérations, 3-4 cancers, tu vois? Je est-ce que c'est dur? Oui. Est-ce que je voulais chier? Oui, mais je fais quand même de mon mieux pour continuer de faire avec, tu vois? Et ça c'est le grimpeur ne fait pas autre chose. Il ne peut pas Mmh. grimper s'il y a pas de gravité, si tu veux. Donc ça, c'est le premier point que peut-être les dirigeants ou les dirigeantes peuvent entendre, j'espère. C'est que les les difficultés inhérentes au business et à cette position d'être, d'être au sommet de leur boîte quelque part, forcément elle est sujette à la gravité. C'est mécanique, tu vois? Absolument, complètement. Je te remercie infiniment pour ce premier point, Christophe, ouais, sur la gravité. Mmh. Heu, est-ce que tu veux poursuivre sur les 2 autres ou est-ce que je les invite à s'inscrire à ta conférence? Comment tu vois ça? Mais, tu es très fort Vincent, tu es très fort, tu vois? Je sais pas si je suis fort, mais en tout cas, je te laisse le choix. Ouais, c'est gentil. En fait, c'est, hem, et ben, ouais, tu as raison. On va pas parler des 2 autres, mouvements, mais peut-être, du troisième qui me semble être, tout aussi, fondamental. Bon, en fait, c'est le 4e parce qu'il y a la gravité, il y en a 2-3 autres entre et puis il y a le dernier à la fin qui est aussi le OK. premier. À savoir, être capable de remercier pour ce qui est déjà là, quoi. Mmh. Ça me parle. Voilà, tu vois? Quand Oui. on grimpe de manière très concrète, on est à 2, on est en cordée avec une personne qui assure et une personne
qui va grimper, qui va découvrir, qui va s'accrocher et cetera, machin Oui. et la dernière chose que je fais avant de m'élancer, dans une voie, c'est que je remercie mon assureur. Mmh. Je regarde, il est là, tout a été bien vérifié, le nœud, c'est bon, tu es prêt? Allez, j'y vais, merci, hein, à toutes. Mmh. Je lui dis merci parce que l'air de rien, il a ma vie entre ses mains, quoi. Je l'ai vu ça, dans ton documentaire, cette Mmh. qualité de présence, relationnelle et qu'on peut transposer au monde de l'entreprise à cette manière que tu as de remercier, de remercier pour la patience, de dire désolé quand tu tombes et cetera. Bon, tu as envie de faire encore un peu de balançoire, hein, mais en tout cas, tout ça fait vraiment sens pour aller vers le sommet et voilà, encore une fois, tout dépend de ce qu'on met derrière ce mot, sommet. Dans tes conférences, tu évoques beaucoup le mot de sommet. C'est quoi le sommet intérieur, que tu as encore envie de gravir là, pour toi? Alors petite précision, je parle en fait très peu du sommet justement, voire pas du tout. Mmh. Je pense que je l'aborde précisément pas parce que c'est jamais le sujet. Le sommet, le rêve, l'objectif, tout ce que tu veux, c'est toujours un prétexte. Mmh. Toujours un prétexte pour avoir un surplus d'énergie qui va nous faire des choses, tu vois? Moi, je dis souvent l'objectif d'un objectif, c'est d'avoir de l'énergie, point. Mmh. C'est pas d'y arriver, c'est pas de l'atteindre, parce qu'on sait pas ce qui va se passer en cours de route. C'est juste d'avoir un prétexte pour vivre une aventure, Mmh. point Mmh. et donc partant de là, ouais, le c'est tout aussi important d'avoir une direction, d'avoir des envies, d'avoir des rêves. Tu sais, une personne malade, concrètement, elle se bat pour quoi? Elle se bat pour un futur meilleur. Mais c'est nécessaire que le futur soit meilleur dans son esprit. Sinon, mon esprit, sa tête, de ses toutes ses pensées vont être assaillies par les Mmh. problèmes, par la possibilité du pire et cetera. Mmh. Donc Si tu avais un mot à partager à toutes les personnes qui partagent, justement, ta maladie, tu aurais envie de leur dire quoi par rapport à ça? oh là là, bah, tu sais, je les croise déjà régulièrement donc je leur dis déjà beaucoup de choses. Ouais, mais heu, pour toutes les personnes qui ont des soucis de santé, peut-être pour élargir un peu, tu vois? Le mon ordonnance, si tu veux, ce serait de leur dire: «Vous avez le droit d'être en colère. Mmh. Vous avez le droit d'être énervé, vous avez le droit d'en vouloir à la terre entière. Ceci dit, si vous restez là-dedans, vous êtes mort. Si vous restez dans la plainte, vous êtes mort» et moi, je l'ai vu concrètement ça. Les personnes qui ont ma maladie, qui n'arrêtaient pas de se plaindre, ça fait 20 ans que je les croise et qui ne pouvaient pas sortir de cet imaginaire de ne penser que maladie, de ne penser qu'au pire, de ne penser qu'aux examens, de ne penser qu'aux opérations. C'est-à-dire, il y avait pas de place pour autre chose. Il y avait de la place que pour le pire qui pouvait arriver. Ils sont tous décédés aujourd'hui. Oui. 100. Donc c'est OK de se plaindre évidemment et de dire la difficulté et la douleur, mais c'est pas suffisant. Aussi, il est nécessaire de faire un effort d'imagination pour se dire: «Qu'est-ce qui est chouette quand même? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je peux faire avec ça, quoi?» Waouh! Mmh. Je te remercie, hein, pour la qualité de présence de ce que tu apportes encore une fois vraiment, je sens que ça peut être utile à beaucoup de gens et merci de me partager ça. J'ai encore quelques questions, pour respecter ton temps Christophe. Ouais, t'inquiète, Tu avec plaisir. tu parles beaucoup de gestes aussi Christophe dans tes posts, en tout beaucoup, toute proportion gardée. Mmh C'est mh. un mot qui est très important pour moi dans mon geste, de conférencier aussi, ou de superviseur ou et Bien sûr. cetera et j'aimerais qu'on parle du geste de grimpeur d'abord. Je sais que sur la fin de ta carrière de grimpeur, tu mettais surtout l'accent sur le geste plutôt que la performance,
hein, si je me trompe pas et j'aimerais que tu m'en dises un peu plus. C'est quoi cette beauté du geste? Ah là là, bah oui, la fameuse beauté du geste. Ah bien sûr, bien sûr. Mais en fait, tu sais, naturellement, lorsqu'une personne commence à avoir pas mal bourlingué dans, un domaine, qu'elle s'est prouvé ce qu'elle avait, à se prouver et cetera, bon voilà, heu lorsque la performance devient quelque chose d'assez récurrent presque, tu vois? Mmh. Et ben, naturellement, tu te tournes vers autre chose, et vers une performance qui est plus intérieure, qui est plus de l'ordre, du ressenti, et d'ailleurs le mot performance finit par s'effacer naturellement. Hem, Tu vois, maintenant j'en ai rien à secouer, de faire une voie difficile, de grimper une voie facile, mais vraiment rien du tout, quoi. Je m'en bats les castagnettes, mais à un point. Ça m'est complètement égal, quoi. Ce qui n'empêche pas que lorsque je réussis une voie, je suis quand même content, Mmh. d'accord? Mais fondamentalement, je m'en fous, Mmh. et c'est pas ça qui va faire que je vais passer une bonne ou une mauvaise journée, ça n'a rien à voir, et donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est mmh et ce qui c'est justement cette forme de justesse, être capable de trouver la justesse, et la justesse, c'est très personnel, c'est très intérieur, c'est de l'ordre de la sensation, de l'ordre de trouver, par exemple, en grimpe, c'est le mouvement qui va me permettre de dépenser le moins d'énergie possible et qui potentiellement va être le plus fluide possible et va me mettre comme, hem, dans cet état de ce qu'on appelle l'état de flow, bien sûr, et qui va faire que je vais complètement m'oublier moi-même. C'est ça, en fait, je pense que l'objectif, c'est ça. De plus en plus, je 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 fais de mon mieux pour m'oublier, pour m'effacer complètement. Mmh. Et tu ferais le parallèle assez facilement, j'imagine, avec, ton métier de conférencier professionnel? Ah bah, bien sûr. Bien sûr, toute la technique que l'on développe en tant que conférencier, dans la dans la voix, dans le travail de la voix, dans le travail des silences, dans la posture, dans les messages, pour moi consiste à ce que la personne disparaisse sur scène et ne reste que le message ou les sensations ou les émotions que les gens reçoivent. Mmh. Ce qui est important, c'est pas toi, c'est pas moi, tu le sais très bien comme moi, c'est qu'est-ce que les personnes devant nous vont ressentir, vont récupérer, vont prendre et cetera. C'est ça qui compte. Mmh. Et quand tu es face au public, qu'est-ce qui te fait dresser les poils, toi? Hem, alors, il y a 2 choses. Ce qui me rend particulièrement, profondément, heureux, de sentir ces moments où il y a une attention extrêmement soutenue, et il y a comme un espèce de silence de fond qui s'installe parce qu'on sent tous ensemble, on est en train de parler d'un truc qui est important, et tu sens qu'au-delà des mots, il y a un échange entre eux et moi. Il y a un véritable dialogue, et ça me rend profondément joyeux, profondément heureux. Heu, c'est ça c'est mon Oui. baromètre, de réussite, tu vois? C'est mon Ouais, baromètre, ouais. réussite Ça me personnelle. parle ça me parle énormément. Ouais. Mmh. Et je sais que tu as fait l'école de l'art oratoire Oui. avec, Stéphane André et que donc du coup ce corps à corps, cette danse avec le public, tu la maîtrises sûrement parfaitement et ça doit être, justement magnifique. J'ai pas eu la chance de voir une de tes conférences encore, mais j'aimerais beaucoup un jour. Mmh. Et d'ailleurs, Stéphane André qu'on salue et que j'aimerais beaucoup d'ailleurs recevoir. S'il entend ce podcast, il serait le bienvenu pour venir parler de technicité oratoire. Ah bah, J'ai ce serait magnifique, ouais. Ouais, ah je partage à 100 et c'est passionnant. Mmh. Avant de passer à ce que moi j'appelle la minute faste où je te pose des petites questions, en allant un petit peu plus vite, Mmh mh. heu, j'ai envie de te demander, toi, tu préfères quoi? Un faux espoir ou un vrai désespoir? Et pour Ça, tu l'as chopé quelque part, ça, c'est ça. mon oreille s'est échappée quelque part, Christophe. Honnêtement, j'en sais rien. Mmh. J'en sais rien, quoi.
parfois je dis: «Oui, mieux vaut un faux espoir qu'un vrai désespoir», mais la formule est chouette, tu vois? Ouais, Mais dans la réalité, bah, c'est dur à dire, quoi, ça dépend des oui, situations. ça dépend des contextes, je suis d'accord avec toi. En tout Ouais. cas, oui, Mmh. quand ta maman te disait: «Non, il ne va y rien t'arriver», et qu'ils étaient prêts à traverser les feux rouges pour toi, dans Ouais. ce contexte-là, ça a été structurant, ça a été contenant, mais ça veut pas dire que c'est comme tu disais au début, c'est tout n'est il y a pas de formule magique non plus et mais en tout cas, oui, être en rapport avec la réalité, avec le réel, c'est en tout cas ce qu'on peut retenir de ce que tu nous partages aussi. Ouais. Mmh. Mmh. OK. Hem, peut-être, peut-être, là, je suis en train de me questionner là sur cette fin de parcours. J'ai envie de te proposer peut-être de faire cette minute fast maintenant, si tu es OK pour toi. On va se mettre en disposition, voilà, l'idée c'est de voir un petit peu, de faire le tour de Christophe en quelques secondes. Tu es prêt? Allez, c'est parti, je vais m'éclaircir la gorge. C'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de n'avoir peur de rien. Mmh. Qu'est-ce qui te rend bizarre? Ce qui me rend bizarre, c'est le fait, que j'aime passer du temps seule. Mmh. C'est quoi ton moteur pour aller toujours de l'avant? Mon moteur, c'est de faire tout ce que je peux pour continuer d'être en bonne santé, pour que ma fille puisse avoir un père le plus longtemps possible. Mmh. Ce serait quoi une croyance que tu as et qui va à contre-courant? Heu, v vouloir absolument changer est la meilleure manière de rester au même endroit. C'est quand la dernière fois que tu as ri aux larmes? La semaine dernière avec, mes parents et mes frangins. Mmh. C'est quand la dernière fois que tu as été fier de toi, Christophe? Mmh, la fierté fait plus partie de mon vocabulaire vraiment, mais, la dernière fois où j'étais, allez, peut-être pour répondre concrètement à tes questions, la semaine dernière, j'étais très contente de comme d'habitude, avoir la présence d'esprit de me dire: «Je préfère passer du temps de qualité avec des personnes que j'apprécie vraiment, plutôt que d'essayer de voir tout le monde». Mmh. Ça fait écho. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Ça devait être il y a 1 mois et demi environ cet été, ouais. Ton orateur préféré, Christophe? Pouloup pouloup, pouloup pouloup, pouloup pouloup. J'en sais rien. Pas facile, hein? Non, c'est dur, c'est dur. Ou 2-3, ceux qui te viennent à l'esprit et puis on embrasse les autres. Hem, j'aime je j'aime bien, j'aime bien certains orateurs plutôt américains, en fait. Mmh. Mais je pense qu'il y en a très peu qui maîtrisent l'art de Mmh. en même temps être, extrêmement précis à l'oral, hem et maîtriser les silences. Mmh. Ça je une une personne qui me vient à l'esprit, par exemple, pour sa virtuosité oratoire, c'est Thierry Vatelet. Mmh. Ouais, grand maître, de cérémonie et conférencier. Ouais. Oui, Aboul Nabou aussi, Mmh. que j'ai vu une fois, que j'ai trouvé vraiment remarquable. Mmh. Dans sa pensée, dans la manière de délivrer sa pensée, c'est d'une précision absolument et d'une profondeur extrêmement juste. Mmh. Et par contre, en ce qui concerne, la gestion des temps de silence, à part Stéphane André, je Mmh. connais pas d'autres. Très puissant. Bah, on les embrasse tous les 3 et ils sont les bienvenus ici. Le livre que tu as le plus lu? Ah, Jamais contre d'abord de François Roustan. Mmh. Le pire conseil qu'on t'ait donné? Le pire conseil oh putain, alors là, le pire conseil, Ou le meilleur, comme tu veux. ah, lo alors ça remonte à longtemps ça.
lorsque j'étais, jeune ado et que j'avais du mal avec les filles, on m'a dit: «Tu verras, quand tu grandiras, tout le monde va prendre en maturité et tu feras plus de rencontres». Que dalle. OK. C'est pas du tout Meilleur, ce qui s'est passé. c'est ça, ouais. La plus belle rencontre de ta vie? Bah, la plus belle rencontre, c'est quand même, c'est la rencontre avec ma compagne Mmh. et en fait, c'est la rencontre que je continue de faire, chaque Mmh. semaine avec elle. Mmh. Waouh. Ouais. La personne que tu aimerais rencontrer en 2026 ou la semaine prochaine, hein? Ou la semaine prochaine, hem, j'aimerais bien rencontrer j'aimerais bien rencontrer, qu'est-ce que j'aimerais bien rencontrer? Écoute, j'aurais adoré rencontrer Milton Erickson, même s'il est décédé, il y a longtemps déjà et j'aurais adoré rencontrer François Roustan. Mmh. Ouais. J'allais te poser cette question, avec qui tu aimerais boire un café, justement, vivant ou bien Ah, pas, mais François ouais. Roustan. Mmh. Ouais. Le dernier morceau que tu as écouté? Que j'ai écouté, c'était ce matin et c'est du Dexter Britain. OK, il y a un titre ou quelque chose ou ça suffit déjà, hein, c'est OK, hein? Dexter Britain et il y a une musique qui s'appelle, Persuading Emotions, Mmh. de l'album qui s'appelle Ardor de Mmh. Dexter Britain. Britain comme Great Britain. Et moi, je suis passionné de musique, donc j'embraye aussi, Marion, heu, This Train Is My Life. J'invite tout le monde à aussi à écouter ce titre magnifique. Trop bien. Heu, qu'est-ce que on termine un petit peu ce tour-là. Est-ce que toi, tu as une maxime, une citation ou une phrase un peu aidante qui te parle, qui t'a aidé, un mantra, qu'est-ce qui te vient quand je te dis ça? Bah, c'est ce que je partage dans absolument tout ce que je fais, c'est cette phrase qui moi me m'aide quand même, c'est, «Le plus important, c'est pas ce qui m'arrive, c'est qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais avec? Comment je Mmh. le prends pour faire quelque chose avec ça?» Mmh. C'est pas l'événement qui m'arrive qui compte, c'est qu'est-ce que j'en fais, quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Mmh. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2026? De souhaite-moi de rester vivant, ce serait déjà bien. Je te souhaite ça, Christophe. Merci. Avant de se quitter, j'ai envie aussi peut-être de parler d'un sujet, qui m'a inspiré Mmh mh. sur tes réseaux. Heu, tu peux nous parler un peu du kit de poche de Cricri? Mmh. Tu nous parles un peu de ça, du désir, de l'énergie, de prioriser, de soustraire, de remercier. C'est quoi le kit de poche de Cricri? Ah oui, alors ça, j'ai fait un post il y a pas longtemps là-dessus. C'est une manière de synthétiser un peu tout ce qui me semblait être, essentiel et donc ce qui me des 2-3 trucs essentiels, c'est quand même, 5-6 points très simples que font tous les grimpeurs du monde. C'est, le 1er, bah, avoir une idée quand même de ce que j'ai envie de faire pendant la journée, tu vois? Tout simplement, hein? Mmh mh. Ce que j'ai envie de réaliser, d'obtenir, d'explorer, tout ce que tu veux. Ouais. Mmh et de choisir parmi ses rêves, ses envies et cetera, juste, 2-3 prises. Tu sais, quand je grimpe, 1er truc que je fais, c'est que je mets mes 2 mains sur 2 prises Mmh. et une prise pour le pied. Mais c'est tout, tu vois? Donc priorisation, je pense qu'elle est importante. Heu, ensuite, partir dans une chouette énergie quand même, c'est-à-dire le corps bien droit, l'homme debout. Je respire, je peux être, triste, je peux être fatigué. Si je Mmh. mets mon corps dans ce qui peut donner le meilleur, c'est-à-dire la posture de l'homme debout, ce qui caractérise vraiment, l'être humain, c'est qu'il est debout, tu vois? Heu, Ouais. contrairement au singe et ben, il va donner potentiellement le meilleur de ce qu'il peut donner. Si tant est qu'il y a un meilleur ou un moins meilleur, bien évidemment, hein. Oui. Voilà. Et ensuite, évidemment, je m'accroche, je lâche, c'est le fondamental de l'escalade, hein. Qu'est-ce qu'on fait, quand on grimpe?
on s'accroche et on lâche prise pour prendre de la hauteur, pour continuer d'avancer et mais avant de faire ça, avant de partir, toujours pareil, bah, je remercie mon assureur, mon assureuse. La déclinaison de cette idée-là, c'est que je peux envoyer un message à une personne que j'aime bien ou un email ou juste, dire un mot sympa, en fait, à quelqu'un qu'on apprécie. «Ah bonjour, salut, comment ça va? Ah au fait, ça fait longtemps que j'ai pas pris des nouvelles» et cetera. Peu importe, mais commencer la journée sur une sur un sur sur du partage, quoi, tu vois? Sur du partage positif. Mmh. Merci Christophe et en parlant de partage et la transition est toute faite, à qui toi tu as envie de dire merci et pourquoi? Bah, merci Vincent pour ce moment, d'échange qu'on a eu ensemble. Je trouve ça précieux, heu, tu sais, j'en parle souvent avec les personnes, avec qui je décide de passer du temps en tête-à-tête et je bloque 2 heures, 3 heures, dans des endroits vraiment tranquilles, un peu luxueux pour qu'on soit concentré sur l'échange. Bah, c'est précieux d'avoir ce genre d'é d'échange-là. Mmh. D'avoir le temps, d'avoir de l'espace et de l'écoute et je te remercie pour ton écoute, pour pouvoir, déplier un peu une pensée, pour aller plus loin que simplement dire 3 phrases, entre 2 gorgées de bière. Je trouve ça très précieux. Merci Christophe. Qui toi tu aimerais voir, ou entendre à ce micro? À qui tu aurais envie de passer le relais? Bah, honnêtement, Stéphane André, ce serait vraiment intéressant. Mmh. OK. Stéphane André, ce serait intéressant. Heu, oh, c'est dur et il y a tellement de hem, Je je te facilite pas la tâche là. ouais, non, non, mais alors, je pense, à 2 amis coachs, qui sont un peu dans le même domaine, mais qui sont vraiment chouettes et qui habitent vers Annecy, là, justement, qui s'appellent, Franck Buffard et Cédric Khalifa. Mmh. Heu, tous les 2, je pense qu'ils seraient, vous serez en tout cas sur une longueur d'onde similaire. Mmh. Voilà, OK. là, je suis bien en tête. J'ai envie de te poser cette dernière question, Christophe, si tu avais un message, un conseil ou quelque chose que tu aimerais partager aux jeunes générations, une bouteille à la mer, ce Mmh serait quoi? Qu'est-ce qui te vient? mh. Pas évident cette question. Pas évident cette question déjà parce que j'ai horreur des conseils. C'est pour ça que j'ai parlé aussi d'une phrase, mais ou une Ouais, ouais, maxime ouais, ou quelque tout à chose, fait. tu vois? Une image, une association d'idées, hein? Ouais, heu, mais dans l'idée, ce serait quelque chose qui ressemblerait à tester, faites ce que vous voulez. Allez-y, faites-le. Mmh. Allez-y, faites-le et par contre, en même temps, prenez le soin et écoutez ce que d'autres personnes qui ont plus d'expérience que vous disent. Faites les 2 en même temps. C'est pas et l'un ou l'autre, c'est vraiment faites les 2 en même temps. Faites tout ce que vous voulez, testez, expérimentez, gouffrez-vous et en même temps, ayez quand même, hem, prenez quelques repères, de personnes qui ont un peu de bagage, quoi. Ça vous aidera. Ça vous aidera beaucoup et vous pourrez vous hisser sur leurs épaules, hein, voilà, faire des pyramides comme ça. Merci pour cette super image, ouais. Expérimenter et en même temps prendre en compte les avis, des personnes les plus expérimentées. Faites du «et», pas du «ou». Exactement, Merci beaucoup. Christophe, merci beaucoup d'être venu avec plaisir. et merci à tous. Merci à toutes d'avoir écouté, l'entretien avec Christophe et encore merci d'être, de plus en plus nombreuses et nombreux et d'aider à faire grandir en tout cas le podcast et partager et d'apprendre ensemble. Merci à toutes et tous.